L'ultralibéralisme, c'est la politique de Macron. La dérégulation totale, c'est la politique de Macron. La soumission totale aux exigences de la Commission européenne, c'est la politique de Macron. Donc en matière économique, on sait ce qu'il veut, lui, c'est l'ultralibéralisme, c'est mort aux pauvres, on a bien compris, ils sont plusieurs sur le créneau d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, etc. Mais je n'en peux plus de l'assignation à résidence. Au fond, notre bien-pensance morale, elle a dit, nous, on a tout créé. Hein, chez nous, on ne meurt pas. Chez nous, on fait bien les choses, vous savez, socialement. Il y a des minima sociaux, les autres n'en ont pas. Nous, on est contre les petits jobs. Mais c'est quoi le résultat? On les a assignés à résidence. Il y a des millions de gens dans ce pays qu'on a assignés à résidence. On leur a dit, tout va bien. Restez dans vos quartiers et ne nous ennuyez pas. Ça, c'est insupportable. Salut à tous, c'est Emmanuel, votre hipster néolibéral favori. On m'a laissé les clés d'Acla Politique parce qu'ils sont tous occupés avec leur partiel. Donc du coup, aujourd'hui, vous allez devoir me supporter à parler de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Cette année, l'élection présidentielle française nous a montré que le paysage politique a profondément changé. Les deux partis du gouvernement traditionnel ont été sèchement balayés et le second tour symbolise parfaitement le réalignement politique qui s'opère dans de nombreux pays occidentaux et pas seulement qu'en France. L'échiquier politique était de toute façon au bord de l'implosion. L'alternance de sociodémocrates, tantôt de gauche, tantôt de droite, a laissé un arrière-goût assez amer. Entre leur incapacité à réformer les rentes et le marché du travail, une droite dure qui est omnibulée par la clause Molière, une gauche qui s'enfonce de plus en plus dans les pseudosciences, et des nouvelles alliances complètement inattendues qui se sont forgées pour tour à tour lutter contre le libre-échange ou défendre des idées nouvelles comme le revenu de base, font que le clivage traditionnel gauche-droite qu'on utilise ne permet pas vraiment d'expliquer un second tour où Emmanuel Macron fait face à Marine Le Pen. Jusqu'ici, nous avions une gauche qui voulait plus de dépenses publiques, plus d'impôts, plus de réglementation sur les entreprises et plus de tolérance sur des questions sociales comme l'immigration ou le mariage gay. Et face à cette gauche, nous avions une droite qui, elle, voulait moins d'impôts, moins de dépenses publiques, moins de contraintes sur les entreprises et des valeurs sociales qui étaient protégées par la loi. Sur des questions comme l'Europe ou le libre-échange, il n'y avait pas vraiment de débat puisqu'il y avait une espèce de consensus mou sur ces questions-là, même si dans beaucoup de cas de figure, c'était un peu des paroles en l'air. Aujourd'hui, nous avons Emmanuel Macron, qui est pour une forme de responsabilité budgétaire et qui veut alléger la pression fiscale et réglementaire sur les entreprises. Mais il n'est absolument pas conservateur sur les questions sociales. Et face à lui, nous avons Marine Le Pen, qui veut accroître le contrôle de l'État sur nos entreprises, mais le Front National en interne reste opposé à l'immigration, à l'IVG ou même à des choses comme le mariage gay. Pour faire simple, nous avons deux nouveaux blocs qui s'affrontent. Un centre à tendance libérale et en faveur d'une société ouverte face à un populisme anti-système et réactionnaire qui milite pour plus d'intervention de l'État dans virtuellement toutes les sphères de la société. Nous sommes devant un moment assez historique en termes de clarification politique. En utilisant cette grille de lecture au lieu de la traditionnelle dichotomie gauche-droite, on comprend mieux la réticence qu'il y a eu au sein de la gauche radicale à appeler à voter pour Macron en faveur de Le Pen. En effet, Mélenchon et Le Pen sont tous les deux opposés aux travailleurs détachés. Ils sont tous les deux en faveur d'un protectionnisme qui soit entre guillemets intelligent ou solidaire. Et les deux considèrent que toute réforme du Code du travail est une forme de casse sociale. Disons-le clairement, l'extrême gauche n'est plus l'opposé radical du Front National comme c'était le cas en 2002. Leur électorat, leur rhétorique et surtout leur vision de l'économie se confondent de plus en plus. Celle d'un refus total de la concurrence, d'un poids accru de l'État et de plus en plus de nationalisation. Et là où Macron rassemble un électorat en piochant dans le centre-gauche et dans le centre-droit, eh bien on se rend compte que les gains les plus importants du Front National depuis 2007 sont parmi les classes ouvrières. Lorsqu'Emmanuel Macron est allé voir les salariés de Whirlpool, il a fait quelque chose qui est assez rare. Il a expliqué qu'un président ne peut pas tout faire et tout promettre, et il s'est juste contenté d'expliquer ce qui serait ou ne serait pas en son pouvoir. Malheureusement, en politique, faire des promesses irréalisables est mieux vu qu'admettre la réalité. Ce qui est ironique au final, parce que ce sont ces promesses farfelues qui ont mis les partis traditionnels à terre. Par contre, quand c'est un fameux candidat anti-système qui le dit, ah là, on les croit. Et c'est un point qui est important parce que la démocratie, ça ne permet pas à un président de se comporter comme un tyran envers les minorités, tout simplement parce que, soi-disant, il a obtenu 51% des voix. Que ce soit les journalistes, les immigrés ou les patrons, ils ont été désignés comme étant des boucs émissaires qui sont responsables d'absolument tous nos maux et ils devraient être traités comme des citoyens de second rang. Et c'est pour ça que le Front National veut créer le fameux ordre des journalistes.
Le fameux intérêt général, qui reste une notion très obscure entre nous, devient une excuse pour créer une dictature de la majorité. Ce qui est d'autant plus dangereux que seul le pouvoir en place a la possibilité de définir ce qu'est ce soi-disant intérêt général. Et par exemple, est-ce que c'est de l'intérêt général que d'abaisser le pouvoir d'achat de l'ensemble des Français à travers des mesures protectionnistes parce qu'on essaye de sauvegarder les marges de quelques entreprises? Pas évident. Globalement, l'opposition systématique de Marine Le Pen à l'immigration, au libre-échange et sa défense très partielle de la laïcité, qui ne s'applique que à certaines religions apparemment, démontre bien son état d'esprit. Celui de pousser vers une société de plus en plus fermée, dirigée par un planificateur central. Ça ne veut pas non plus dire qu'Emmanuel Macron est un ange tombé du ciel qui va nous annoncer la parole divine pour le siècle à venir. Son programme manque d'une certaine de cohérence, de fil conducteur auquel on puisse raccrocher chacun des éléments. Et s'il veut pouvoir se démarquer plus des populistes, il ne peut pas se contenter simplement de répéter ce que les CSP+ ont envie d'entendre. Alors j'imagine très bien que les repas bio à la cantine et les médecines alternatives, ça passe très bien auprès des bobos, mais il n'y a pas de fil conducteur derrière, et on se demande un peu d'où est-ce que ça sort. Une autre difficulté majeure pour Macron sera de remettre en question les idées reçues sur lesquelles le Front National s'appuie pour développer ses arguments. Je reprends l'exemple de Whirlpool. Il a très bien expliqué que le protectionnisme ne marche pas. Sauf que simplement se contenter de dire « je ne vais pas mettre en place de politique stupide », c'est pas un programme. Il faut qu'il soit capable d'expliquer en quoi est-ce que le libre-échange est une opportunité pour la France. Parce que, en l'état des lieux, son discours est plus un aveu d'échec qu'autre chose. Il est aussi dommage de voir à quel point l'insulte libérale pèse sur sa campagne. Si on regarde sa déclaration précédente, le bouquin qu'il a publié l'année dernière, il y avait des pistes de réforme pour la France qui étaient très intéressantes, alors qu'aujourd'hui, il a un programme qui est beaucoup plus modeste. Et on a pu voir que en France, parler de réforme du Code du travail, c'est déjà suffisant en soi pour être comparé à Pinochet. Et c'est dommage, parce qu'a priori, pour agrandir son électorat et pour sécuriser des alliances avec diverses forces politiques existantes, il a dû revoir ses ambitions à la baisse. Il représente tout de même un très bon contraste face à Le Pen. Il défend les immigrés et le libre-échange, il n'est pas opposé à l'IVG, il n'est pas opposé au mariage gay, et il ne fait pas des travailleurs étrangers le bouc émissaire du chômage en France. En tant que ministre, il a su mettre en place des ébauches de réformes qui allaient dans le bon sens, que ce soit son combat contre les oligopoles bancaires ou l'introduction des fameux cars Macron. Et aussi imparfait qu'il puisse être, il représente cette volonté de créer une société plus ouverte face à Marine Le Pen. Au final, on ne va pas vous le cacher. Personne ici avec la politique ne pense qu'entre Le Pen et Macron, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Entre les affaires de fraude de Le Pen au Parlement européen, sa proximité avec des négationnistes et son opposition générale aux libertés, qu'elles soient individuelles ou économiques, on ne peut pas la présenter comme étant une alternative viable. Oui, on pense que Macron, il est un peu mou. Et le fait qu'il soit mignon, ça ne dispense pas du fait qu'il doit être capable d'avoir un programme qui est plus cohérent. Mais entre une proto-fasciste et un ancien employé de banque, on n'a pas besoin de 2 semaines de débat intense pour se demander lequel est le moins mauvais. C'était Emmanuel pour un épisode un peu hors série de Hack la politique. On souhaite une bonne chance à tous ces feignants qui aujourd'hui sont en train de passer leur partiel. Je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier de voter pour Jacques au second tour ce dimanche. Et je vous dis à la prochaine.